et également Karl van der Eycken, qui a été 22 ans dans la franc-maçonnerie et qui est venu nous livrer un témoignage. J'aurais souhaité une réaction au propos de Jean-Claude Losac-Meur quand il dit que la franc-maçonnerie est une contre-révélation, une contre-église. Qu'auriez-vous à répondre à cela ? Oui, alors il faut encore parler de quelle franc-maçonnerie, mais parce qu'on le sait, il y a plusieurs rites, il y a plusieurs obédiences. Si on parle du rite écossais ancien et accepté, qui est le rite qui est le plus pratiqué et celui qui pose problème, oui, bien sûr, ce type de franc-maçonnerie qui est en 33 degrés est très pervers parce qu'on se rend compte au fil des degrés que les choses ne sont pas aussi claires que ça, mais on ne peut pas le voir tout de suite. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, puisque on est d'abord apprenti, ensuite compagnon, ensuite maître, et puis ensuite il y a d'autres degrés, et d'un degré à un autre, on ne sait pas ce qui se passe au degré au-dessus. Et quand on arrive au degré supérieur, des mots de passe qu'on connaissait, alors les symboles demeurent, mais la signification est différente, et tout ça change en permanence. Donc il y a énormément de gens qui sont entrés en maçonnerie et qui, sans le savoir, sont un peu les idiots utiles de tout ça, parce qu'ils ne verront que beaucoup plus tard où tout ça veut en venir. Donc je crois que le grand problème, c'est le rite écossais ancien et accepté, parce que même s'il se défend d'être politique et religieux, il est politique. Ça, on le voit, je veux dire, quand le grand maître de la Grande Loge de France remet la plus haute distinction maçonnique à Madame Vallaud-Belkacem, hein, là, je veux dire, faut quand même le faire. Hein. Je connais pas un frère qui ait une quelconque admiration pour elle, mais le grand maître de la Grande Loge de France décide de faire ça, il le fait sans demander, sans passer par un vote, hein, des frères. Bon, ça montre bien que c'est politique, et puis quand on voit à partir d'un certain grade les invités qui viennent faire des tenues blanches, c'est-à-dire des conférences, et qui sont soit des francs-maçons d'autres loges, soit pas des francs-maçons du tout. Quand on voit Caroline Fourest ou Klarsfeld, etc., on voit que c'est quand même très orienté, mais ça on le voit pas tout de suite. Donc je crois qu'effectivement, alors oui, contre-révélation, oui, d'une certaine manière, puisque on me demandait si la franc-maçonnerie était sataniste. Elle n'est pas sataniste, mais par contre qu'elle devienne au bout d'un moment luciférienne, au sens au sens l'homme et Dieu, etc. Et puis bon, ça, oui, c'est un fait. Mais par contre, il ne faut pas tout confondre. Hein. Le satanisme, c'est autre chose, et il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour être sataniste. Ça sont des choses différentes. Hein. On mélange un peu tout, mais il est clair que dans certains grades de la franc-maçonnerie, il y a des mots de passe et des codes qui sont quand même plus qu'inquiétants et surprenants. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous faisiez une confidence lors de votre conférence. Vous nous disiez qu'il y a un niveau au-delà du 33e degré et que vous alliez le développer très prochainement dans votre prochain ouvrage, Franc-maçonnerie, l'effrayante vérité, aux éditions Contre-Culture. Auriez-vous un scoop ? Écoutez, on peut dire qu'il y a des liens prouvables et que je prouve dans le livre, qui doit sortir la fin janvier, je crois, entre le rite écossais ancien et accepté, il fallait au grade, et le bénébérite, c'est-à-dire on va dire association, pour pas dire secte, maçonnique, interdite aux non-juifs, c'est-à-dire uniquement réservée aux juifs, s'appelle donc le bénébérite, qui en général se défend d'être une franc-maçonnerie, etc. Mais c'est de la franc-maçonnerie, sont les mêmes symboles, le maillet, etc. Et il y a bien eu, contrairement à ce qui a été dit pendant des années, un accord entre Albert Pike, et donc entre le rite écossais ancien et accepté, et le bénébérite, et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'on a retrouvé des chartes et des preuves de tout ça. Donc effectivement, on peut dire qu'au-delà du 33e degré, il y a autre chose. On peut dire qu'il y a 33 et 33 bis peut-être, mais on voit bien qu'il y a un écrémage, et que même quelquefois des frères qui sont en maçonnerie depuis 20 ans peuvent très bien ne pas être arrivés à ce niveau-là, ou ne pas avoir vu vers quoi ils allaient. Quoique, en général, à partir du 4e degré, on commence à se rendre compte quand même tous les codes quasiment sont en hébreu. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des frères, même qui sont à l'intérieur, ne le savent pas. Il y en a très peu qui parlent hébreu, il y en a très peu qui essaient de comprendre ce que ça veut dire. Bon, moi, évidemment, je parlais pas hébreu, mais quand on m'a balancé un code en hébreu, j'ai voulu savoir ce que je disais. Hein. Voilà. Alors, il y a effectivement des codes qui sont quand
quand même, ma vie, le grand Israël, c'est bon, ça devient assez surprenant. Gloire à Adonai, enfin bon. Donc pour quelque chose qui est censé être laïque, bon, moi j'ai rien contre l'hébreu, mais enfin on peut se demander pourquoi tous les codes sont en hébreu, et surtout alors quand on commence à les traduire, on se rend compte qu'on va vraiment vers quelque chose de très orienté. Et d'ailleurs dans les planches auxquelles j'ai assisté, j'ai souvent entendu des choses assez dures sur le christianisme et très dures sur l'islam parfois. Jamais entendu la moindre critique sur le judaïsme ou sur le sionisme. Donc voilà. Mais normalement, on n'est pas censé parler en loge de politique et de religion. Par contre, on voit bien que c'est quand même un lobby politique et religieux, évidemment, d'une certaine façon. Ça me fait pas vous poser une autre question. C'est en loge, ils sont bien dans le temple de Salomon. Toutes les loges, c'est la reconstruction du temple de Salomon. Donc il y a quelque chose qui est lié à la Bible, qui est donc très religieux à l'Ancien Testament. Oui, bien sûr. Mais ça, au départ, voilà, vous avez les colonnes Yakin et Boz. Ok, mais c'est surtout à partir du degré de maître qu'on commence à voir déjà où tout ça va aller, parce que ça ne fait que commencer. Et quand on est apprenti ou compagnon, on ne voit pas encore où ça va. Il faut avoir été maître déjà pour avoir les codes suivants, et on voit bien qu'effectivement c'est non seulement la reconstruction du temple, mais c'est même beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est une des raisons du fait que vous ayez quitté la franc-maçonnerie ou... Oui, c'est absolument, c'est ça. J'étais pas rentré du tout. Moi, j'étais rentré vraiment. J'ai toujours été passionné par le symbolisme, l'ésotérisme bien compris, hein, pas la magie, mais l'ésotérisme, c'est-à-dire les légendes, je sais pas, ça peut être Arthur, la table ronde, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui est symbolique me passionne, et je pense que même la lecture des écritures doit se lire comme ça. Et en fait, j'étais rentré presque par hasard. Moi, je travaillais tout seul, j'essayais de lire des ouvrages qui m'intéressaient, et un jour, un ami s'est découvert à moi, comme on dit, c'est-à-dire il m'a dit, voilà, je suis franc-maçon, est-ce que tu voudrais rentrer ? Et je lui avais dit non sur le moment. Et puis 2 ans après, il m'a reposé la même question. Et puis il se trouve qu'il a réussi à me convaincre. Et voilà. Et puis quand j'ai vu que c'était pas aussi libre qu'on le disait, et qu'on allait vers quand même quelque chose d'assez imposé et qui me plaisait pas, et surtout quand j'ai assisté à quelques tenues blanches, enfin conférences, on va dire, de certaines personnes, j'ai dit j'ai rien à faire là, et j'ai envoyé ma lettre de démission. Vous avez quand même parlé des positions de la Turquie vis-à-vis du conflit syrien. Une intervention du président Erdogan le 29 novembre dernier à Jérusalem, où il dit les forces turques sont en Syrie pour mettre fin au règne de Bachar el-Assad, ce qui a un petit peu bousculé, dérangé la diplomatie russe. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire par rapport à ça ? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, déjà, il faut comprendre ça comme c'est de la diplomatie. Hein. Le président turc parle toujours comme ça. C'est ce qui s'appelle taper du poing sur la table. Il va pas se lancer là-dedans maintenant, mais il a voulu attirer l'attention, et il l'a eu d'ailleurs, je vais y revenir après, de Poutine sur le fait que la Turquie ne peut pas accepter qu'on utilise en Syrie, même si c'est Assad, des groupes terroristes kurdes comme le PKK, et que c'est vraiment la grande inquiétude de la Turquie. Et il se trouve que, d'après les infos qu'on a, des armes qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs et qui se retrouvent dans les mains de groupes du PYD ou du PKK. Et ça, c'est vraiment ce que la Turquie ne peut pas admettre. C'est même la raison profonde de la brouille entre Erdogan et Assad, qui encore en 2011 s'entendait très bien. Mais la Turquie avait dit au départ à Assad, on te soutiendra, mais on compte sur toi pour nous débarrasser du problème du PKK. Et il se trouve qu'il y a des milices du PKK de plus en plus nombreuses en Syrie qui sont employées, des milices c'est employé toujours à des fins, voilà, et que la Turquie ne peut pas accepter. C'est pour ça d'ailleurs on voit le terrorisme a repris, on a des attentats constants en Turquie alors que ça avait complètement arrêté. Donc et bon, il semblerait que le président russe l'ait bien compris, hein, tout de même, puisque là, pour la première fois, il a quand même un petit peu monté le ton avec Assad il y a quelques jours, visiblement, à ce sujet-là. On se demande si la
la CIA, enfin si l'axe américano-sioniste, on va dire, comprenant qu'ils avaient perdu la Syrie, finalement, en tout cas perdu Alep, et que bon, cette guerre, ils allaient la perdre, s'ils ne sont pas en train déjà de passer au plan B, c'est-à-dire d'armer le plus possible de milices de terroristes kurdes pour éventuellement attaquer la Turquie, et même peut-être de créer un petit État dans un coin de la Syrie. Et ça, c'est vraiment le cauchemar de la Turquie, évidemment. Donc je crois qu'ils se sont bien compris et que bon, Poutine a bien vu le problème. Je crois savoir qu'il y a des diplomates russes et même iraniens qui essaient de parler à Assad pour lui faire comprendre vraiment la nature de ce problème. On verra bien où ça ira. Vous vous rendez souvent en Turquie, je crois que vous y étiez il y a très peu de temps encore. Vu d'ici et par rapport aux médias mainstream, on parle d'un pays sous contrôle, sous tension, avec des purges, avec une liberté d'expression et de mouvement qui sont contrôlés. Enfin, on a l'impression que c'est un chaos dans ce pays. Quel est votre retour du terrain ? Oui, bah c'est évidemment ça. De toute façon, si on écoute les médias officiels, le problème, c'est que il y a eu un coup d'État qui était bien un vrai coup d'État et qui simplement a raté pour plusieurs raisons. D'abord parce que les services secrets turcs et russes ont très bien travaillé. Poutine a soutenu Erdogan. Bon, mais il y a un État parallèle en Turquie. J'en avais déjà parlé dans mes interviews il y a 1 an et demi. Bien avant ça, on voyait venir ça. Je voyais venir ça. Le président turc s'était rendu déjà en février dernier voir Obama pour demander l'extradition de Fethullah Gülen, donc, qui est protégé par la CIA et qui vit en Pennsylvanie depuis 1999, donc bien avant le coup d'État. Parce que on savait tous que cet État parallèle existait, hein, profond. Bon, et puis bah, on a vu le résultat, mais Obama a refusé évidemment l'extradition, et d'ailleurs ça n'a fait qu'éloigner encore davantage le président turc des États-Unis. Et vu ce qui s'est passé par la suite, le seul qui a soutenu Erdogan, c'est Poutine. Hein. Au lendemain du coup d'État, il n'y a pas eu un coup de fil d'Obama ou même de la France. Voilà, donc le président turc est très en colère contre partie de l'Europe et contre Obama, non seulement de ne pas l'avoir soutenu, mais d'avoir été à l'origine de tentatives de le faire tomber. Et donc le coup d'État n'a pas marché aussi, parce que le peuple turc est sorti en masse dans les rues, et ça qui est intéressant, non seulement les partisans d'Erdogan, mais même les autres. C'est-à-dire que quand les Turcs ont compris que vraiment un coup d'État pouvait se passer, ils sont tous sortis dans la rue. Ça, c'est vraiment symptomatique. Ils ne peuvent pas diviser les Turcs comme ça. Un Turc pro-Erdogan et un Turc anti-Erdogan peuvent se disputer, j'allais dire, dans la vie courante, mais si le pays est en danger, ils vont sortir ensemble. Et ça, je pense que ça n'a pas été bien pris en compte par les organisateurs. Donc je ne crois pas du tout qu'un coup d'État, un nouveau coup d'État soit possible. Mais par contre, évidemment, on peut redouter des actions terroristes et organisées de Syrie par des milices kurdes. Vous parliez tout à l'heure du soutien du peuple turc pour son président. Quid de l'intelligentsia turque, du milieu culturel que vous connaissez très bien, certainement? Oui, alors là, honnêtement, il est vrai que le milieu culturel est un peu... Bon, moi, je dois être un peu différent, parce que je suis raisonnablement pro Erdogan, comme j'ai dit, mais en général, effectivement, les artistes sont plutôt de l'autre côté, si vous voulez. Ils sont plutôt très laïques et libertaires, plus que... Voilà, enfin, c'est pas vraiment leur tasse de thé, en général. C'est vraiment, avant tout, la classe moyenne qui soutient Erdogan, et évidemment les plus croyants, parce que avec Mustafa Kemal, il y a eu quand même des réformes extrêmement dures, hein, contre les Ottomans, etc. Et donc il y a deux Turquies, hein, on peut dire, qui cohabitent ensemble. Voilà, donc je pense que c'est ça le véritable problème. Une question un peu plus légère. Vous critiquez la franc-maçonnerie. On vous connaît pour vos positions antisionistes. Comment vous faites pour travailler? C'est une bonne question, ça. Et justement, je vais dans des pays où il y a encore un minimum
malgré ce que certains médias disent, de liberté. Et donc, effectivement, je passe moins de temps en France, puisque, bien évidemment, c'est quand même le seul pays au monde, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais où on empêche un artiste de jouer, simplement pour ses positions. Voilà. Et alors, voilà. Être ami avec Alain Soral, avec Bruno Gollnisch, être plutôt antisioniste et bien aimer Erdogan, là c'est la totale. Donc effectivement, disons que je donne moins de conseils ici que j'en donnais il y a 10 ans, ça c'est clair. Mais bon, on a l'habitude et puis voilà, donc je joue davantage à l'étranger, puisqu'effectivement on est persécuté en permanence, alors vraiment en permanence, donc voilà, bon, je pense qu'il y a bien un jour où ça va s'arrêter parce que ça devient de plus en plus invivable, même pour ceux qui sont autour, mais pour le moment, on est encore un pays occupé. On se trouve là sur ce monument, enfin à côté de ce monument des droits de l'homme et du citoyen que je découvre en même temps que vous. Enfin, on m'en avait parlé, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, et je ne suis pas déçu parce que je vois qu'on a, on a partout des symboles maçonniques. On pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait quelques-uns, mais en fait il y a vraiment que ça, et pas seulement. Donc on voit, là par exemple, c'est le fameux triangle maçonnique avec l'œil qui voit tout, hein, l'œil d'Horus en fait. C'est juste un exemple, il y en a des centaines ici. Voilà, donc c'est le fameux, alors certains mettent un G à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le delta lumineux en maçonnerie. Donc, alors pour certains, ça représente le grand architecte de l'univers. Mais enfin bref, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui te surveille. Bon, voilà. Donc on a des symboles maçonniques partout, on a tous les symboles maçonniques, l'équerre, le compas, le levier, le fil à plomb, là par exemple, voilà. On a ici, alors là c'est quand même intéressant, quand on regarde, je ne sais pas si on va voir ou pas, mais quand on regarde ça d'un petit peu loin, on voit quoi? On voit une étoile flamboyante vers le bas, c'est-à-dire en gros le bouc de Mendès, Lucifer, enfin bon bref. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un compas et une équerre, mais qui sont tournés de telle manière à ressembler justement au pentagramme inversé. Bon, en fait, pour expliquer clairement, l'équerre dont je disais tout à l'heure qui symbolise la terre, pour les apprentis, le compas qui symbolise l'esprit est placé de cette manière et l'équerre est placé au-dessus. Ça veut dire qu'ils ont encore des progrès à faire. Quand ils deviennent compagnons, une des branches du compas passe par-dessus l'équerre, ce qui veut dire qu'ils sont en progrès dans la spiritualité. Et une fois devenus maîtres, les deux branches du compas passent par-dessus l'équerre et donc ça y est, le maître domine la matière, etc., etc. Sauf que après, dans le plus haut degré, les choses s'inversent et on voit l'équerre qui passe au-dessus, le compas en dessous, et on voit ça sur certains tabliers des hauts grades. Et voilà. Et là, on trouve effectivement avec ce symbole-là, l'équerre et le compas qui sont placés dans une position qu'on ne voit jamais ailleurs, complètement de travers, et qui donne un pentagramme inversé, ce que certains appellent pentagramme luciférien, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt, pour le coup, simplement l'esprit au service de la matière et non plus l'esprit qui domine la matière. Voilà. Bon, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, il y a plein de choses, évidemment, on ne peut pas les lire parce que c'est très petit, mais j'ai réussi à trouver par là des... Bon, alors on retrouve pareil, on retrouve le delta, on retrouve l'œil qui voit tout, on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine. Alors ici, on a, c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment, mais Shemot, hein, ça fait partie des midrash juifs, hein, c'est alors après, c'est le premier jour du nouveau calendrier, etc., etc. Donc voilà, beaucoup d'hébreux, beaucoup de symboles, tous les symboles maçonniques qui passent. Et puis alors quand même, pour moi, le plus ahurissant, c'est en même temps ce qui se voit le plus et ce qui se voit le moins, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a... Alors à première vue, on voit évidemment les 3 points maçonniques, ça tout le monde connaît à peu près maintenant. C'est comme ça que tous les maçons signent, hein, le triangle avec les trois points. Sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien qu'ici, on a
un quatrième point. Et en fait, si on relie ces deux points, on a le fameux symbole hermétique, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc un triangle inversé, c'est ça? Voilà, le triangle inversé qui forme, voilà, c'est-à-dire là on a ce triangle-là, plus ça. Alors s'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, bon ok, c'est simplement symbole maçonnique. Mais alors pourquoi ça et pourquoi est-il fermé? Et on se rend compte que si on termine, on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça je crois que tout le monde aura compris. Voilà, et simplement, ce qui reste, c'est-à-dire ce signe-là, c'est une lettre hébraïque qui est la 6e lettre de l'alphabet, la lettre Vav. La lettre Vav qui a pour valeur numérale 6. Et en hébreu, dans les jeux de mots kabbalistiques, vous avez des mots qui, si on leur enlève cette lettre, qui a valeur de 6, donnent des mots complètement différents. Ça sont les jeux kabbalistiques de la Témoura, de la Guématrie, de Noctaricon, enfin surtout de la Témoura. Voilà. Donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça, parce que, voilà, hein, je crois que si les gens y prêtent attention, ils vont eux-mêmes réfléchir à ça. Ces deux triangles ensemble forment une étoile de David. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire que là, pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique, là, je veux dire, on ne peut pas faire plus clair, il y en a partout, il faudrait y passer des semaines. Pourquoi avoir ce triangle et ça? Qu'est-ce qui fait là, celui-là? Bon, bien évidemment, on voit même les traces d'ailleurs. Bon, voilà. Et il manque la lettre Vav, valeur numérale de 6, pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc effectivement, c'est quand même assez surprenant. Alors on pourrait faire le tour, mais je veux dire, il y en a partout, il y a même des choses évidemment qu'on ne peut pas voir plus haut, mais on retrouve absolument partout le delta, l'équerre et le compas et tous les instruments maçonniques, de tous les côtés. Alors j'ai pas encore tout vu. Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Il est évident qu'on peut s'étonner de cela. Moi je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717, c'est un peu ce que je décline dans le livre là, qui va sortir chez Contre-Culture, à quel point les loges maçonniques dès 1717 ont été changé, on va dire, de l'opératif au spéculatif et ont été intégrés par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierre, des architectes, des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là, on le voit très bien. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Je disais, moi, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça, c'est pas compliqué. J'ai dit, voilà, Shemot, et en hébreu. Donc, alors, je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même. Je regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste, on n'arrive pas à le lire. Mais c'est censé décliner normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier. C'est-à-dire, ça sera le début d'une nouvelle ère. Voilà. Mais c'est pour les Hébreux normalement. Mais enfin là, on le retrouve ici. D'ailleurs, derrière, de l'autre côté, j'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres choses hébraïques. Il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon, très clairement. Je vois même un Adam Kadmon. Je vois aussi une représentation du Sohar, de l'homme barbu, du Shem Amphorach. Enfin, ça c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive kabbalistique. Voilà, donc c'est assez surprenant. Tiens, je te parlais de la lettre Vav tout à l'heure qui manquait au second triangle. Là, alors, ce qu'ils ont voulu dire, je sais pas, mais tu as la lettre Vav à droite et à gauche, tu l'as à l'envers, la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Je dis ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à trouver. Tu feras un gros plan après. Voilà encore le triangle maçonnique avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Et là, avant la devise liberté, égalité, fraternité, il y avait une autre devise, on connaît ça dans la franc-maçonnerie, mais on ne le voit jamais, qui était liberté, raison, égalité. Et là, on le trouve ici tel quel. Il n'y avait pas de fraternité encore, c'était plus discret. Et là, on le trouve avec, encore une fois, l'œil d'Horus à l'intérieur. Donc le fameux œil qui voit tout dans le triangle maçonnique avec la devise, enfin, pas la devise définitive, voilà, liberté, raison, égalité, ou liberté, égalité, raison. Voilà. Et cet œil qui voit tout, il regarde quoi exactement? Ça, chacun le prendra comme il veut. Pour certains,
on te dit que c'est l'œil du grand architecte de l'univers, si tu veux, mais enfin en même temps, dans les sociétés initiatiques, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire symboliquement, c'est l'égrégore maçonnique qui est partout et qui voit tout. C'est très clairement ça. Voilà. Donc c'est l'œil de l'égrégore maçonnique qui te regarde, qui ne te lâche pas. Voilà, on a les droits de l'homme, on a la Constitution en dessous, on a l'œil maçonnique au-dessus, l'instrument maçonnique du fil à plomb qui représente l'équilibre. Voilà, certains diront la justice, mais enfin ça c'est bien le fil à plomb. Et puis on a, les droits de l'homme. Mais la présence de l'œil qui voit tout est quand même symptomatique, je pense, entre autres. Là, tu as à nouveau la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en dessous, regarde, si tu peux faire un gros plan, tu verras, tu as tous les outils maçonniques qui sont là, hein, le compas, l'équerre et tout le reste. Tous les instruments maçonniques sont posés au pied de la colonne. Ah voilà, alors là, voilà, pareil, tu retrouves absolument partout. Hein, tu vois, ça c'est omniprésent. Voilà, le fameux delta lumineux des francs-maçons qui est rigoureusement partout. À chaque fois que tu vois la Constitution des droits de l'homme, tu la retrouves. Pour les gens qui s'intéressent vraiment, qui veulent connaître les symboles maçonniques, au lieu d'aller perdre leur temps dans la journée du patrimoine au Grand Orient de France ou à la Grande Loge de France, ils peuvent venir ici, ils les ont tous. Hein. Donc là, ils sont tranquilles, il suffit de les trouver, parce que c'est quand même pas difficile. À 2 pas de la Tour Eiffel. À 2 pas de la Tour Eiffel, l'équerre, le compas, le delta lumineux, le fil à plomb, enfin tous les outils, ce qu'on appelle les outils symboliques maçonniques, sont là. Et alors vraiment, c'est difficile de ne pas les trouver. Hein. Voilà, une fois qu'on le sait. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Brain? Brain, c'est étonnant. On peut penser qu'il y a de la haine en Brain. Donc je ne serais pas de ceux qui incitent à cela, mais... C'est mon compagnon de route. Ah ouais, c'est celui qui fait chier le monde, en fait, parce qu'une simple petite marionnette peut provoquer, susciter toutes sortes de rumeurs, tu sais. Je me souviens de lui. Hein. Ah ouais. Dans Gremlins 2. Ouais, c'est ça. Du coup, je voulais juste que tu nous partages un peu ton actualité en ce moment. Tu vas sortir donc ton prochain spectacle qui s'appelle La Guerre. Ce sera à partir du 20 juillet prochain. Théâtre de la Main d'Or, théâtre que nous aurons encore pendant quelques semaines, mois, je sais pas. Pourquoi maximum. Oh, ben un procès, évidemment, on était a priori indélogeable, mais bon, le système, l'État, les pressions font qu'à un moment donné, on arrive au bout de la procédure judiciaire et qu'à mon avis, on devrait certainement partir. On verra, hein, à moins que la justice tout d'un coup se réveille. Où est-ce que tu veux faire tes spectacles? On trouvera un endroit, encore une fois, c'est pas le contenant le problème, c'est le contenu. Et donc le contenu, il est vif. Et ce soir, tu as pu le constater, oui. Il était encore attractif. Puis là, on ne peut pas dire l'inverse, c'est blindé à chaque fois. Ouais. Donc il y a vraiment un public qui suit, qui il n'y a pas de souci. Un public qui vient comme ça, dans la campagne quand même. En plus, pourquoi tu as donné le titre de La Guerre à ce spectacle? Alors, le premier spectacle, les médias, ensuite c'était donc la politique que je joue en ce moment, et puis la guerre, et ensuite l'émancipation. C'était une sorte de projet en 4 temps, comme ça, et je l'ai suivi. Je suis toujours étonné de voir à quel point, en fait, l'ambiance générale, le ressenti artistique peut précéder la réalité des choses. J'espère que nous ne serons pas en guerre au moment où je commence, même si la guerre n'a jamais cessé réellement. Mais je crois que c'est un beau sujet, et je crois l'aborder d'une façon originale. Je l'espère, en tout cas je me suis amusé à l'écrire. Alors une dernière question, parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus, après on y va. C'est étonnant quand même. Ouais. Oui, merci, c'est une nouvelle. Comment tu lis en fait Alors, en fait, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Et alors là, tu peux lire l'heure que tu veux, c'est ça qui est 23h43. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Regarde, moi par exemple, je lis 18h64. Ah ouais, c'est pas mal. Je fais ce que je veux. Ouais. Voilà, donc la dernière question, c'est que ton livre vient de sortir, un nouveau livre sur toi vient de sortir. Tu as été suivi par
des psychologues parce que t'es un peu taré. Oui, ça c'est certain. Hein? Mais en fait, c'est un livre où je les suis moi aussi. Ouais. Et en fait, j'ai suivi une équipe de psychologues qui a envie qui mène une nouvelle façon de faire de la psychologie. C'est la thérapie provocatrice, provocative. En tout cas, je sais pas, l'un des deux. En tout cas, il soigne des gens. Voilà. Et donc c'est ça qui m'intéressait. Et la société est malade et ils se proposent d'apporter leur regard et leurs mots de psychothérapeute. Et c'est intéressant. Il s'appelle comment le livre? Dieudonné médecin malgré lui. On peut retrouver sur la diodosphère.com. C'est ça. Ouais, donc n'hésitez pas à y aller. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Lauriane, tu sais que les 2 mois de ton prison. obligé. Les 2 mois de prison ferment. Alors en Belgique, il se trouve que dans la loi belge, les peines égales ou inférieures à 2 mois ne sont pas exécutées, surtout sur les condamnés primaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas exercé, ceux qui n'ont pas eu à faire de peine de prison. Donc, a priori, sur cette peine-là, elle ne sera pas exécutée, mais nous devrons exécuter la peine financière. Donc là, on est en train de s'organiser. Et puis, pour les autres peines, on verra. Ça reste quand même un cas d'école, là, de la tôle pour... Pour un spectacle, Rendez-nous Jésus. Oui, en plus. Donc, c'est quand même le sujet, si tu veux, pour moi, intéressant, parce que tout d'un coup, la symbolique dépasse la réalité des choses, en fait. C'était non seulement, je suis le premier artiste humoriste, donc condamné à de la prison ferme en Europe depuis Magellan, je crois. Et en plus de ça, c'est pour un spectacle qui s'appelle Rendez-nous Jésus. De là à penser que les marchands du temple, finalement, s'en sont accaparés. Ouais. Écoute, il est 25h92. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Mettez-vous dans la lumière. Pardon, madame? Dans la lumière, mettez-vous dans la lumière, on va commencer. Ah, on commence là? Oui. Enfin, on fait le casting, quoi. Ah, casting. Bon, mettez-vous dans la lumière. C'est des caméras professionnelles ou pas, ça? Non, en fait, on n'est pas C'est sur Sony, c'est Sony? Oui, non, c'est pas Sony. Bon, bref, mettez... Alors, mettez-vous dans la lumière, j'ai besoin de faire le 4, si vous... Voilà. Non, je suis venu en short, c'est pour ça. Non, moi. mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ils m'ont pas prévenu, ils m'ont dit, tu vas voir. Non, mais en fait, on n'est pas sur le plateau de tournage, là. On fait le casting, d'abord. Casting. Voilà. Donc, vous êtes Djibril Diane, c'est ça? Diagne. C'est du Sénégal. Mais rassurez-moi, vous parlez français, quand même. Bon, donc vous êtes un ancien boxeur. Bien sûr, madame. J'ai fait karaté, Shokokan, pied-point, j'ai fait Muay Thai. J'ai été vice-champion Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Bah dis donc, on a du beau monde aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai arrêté parce que j'avais fait fracture du pulmonaire. Que après j'ai dit, je vais faire du spectacle, tout ça. D'accord, J'avais oui. dit. Vous avez fait aussi un peu de prison, je vois. Bien sûr, madame. J'ai fait 6 mois braquage. Braquage. Moi, sur votre CV, il y a marqué attouchement, par contre. Quoi? Là. Qui a dit ça? Non, je ne sais pas. Moi, je lis ce qui est écrit, regardez. Braquage avec arme, madame, ayant entraîné la mort, madame. J'ai tué une famille, madame. Je suis un bonhomme, je suis pas à me toucher la bite. Qui a mis ça? C'est grave de dire ça sur les gens. Bah, écoutez, je ne sais pas, faudra dire à votre agent qu'il y a une coquille dans le CV, quoi. Bon, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez fait de la prison. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et je vais y retourner, madame. Ah, d'accord. Là, il me reste 3 mois, là, qu'à faire. Oui. Une affaire de shit, là. C'est intéressant, ça. Ça t'intéresse, tu veux? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Pour le personnage. C'était. Même héroïne, aussi, coca. Non. Tu te piques, toi, tu te piques, toi. Non, on va. Directement dans l'œil, comme ça. Non. On va se mettre en place, mettez-vous dans la lumière. On commence, là? Oui, on va commencer, oui. Eh, madame, c'est moi, là? Oui, c'est le retour de la caméra. T'as vu? T'as pas le temps de te voir comme ça, t'as vu? Non, t'as pas le temps de te voir, non. Alors, on va se mettre T'as vu, en place. c'est trop rapide, le truc, t'as vu? Oui, c'est très très rapide.
Alors, Peut-être que tu te mets au milieu comme ça, non? non, tu peux pas. C'est pas possible. Mettez-vous dans la lumière, on Pourquoi va c'est commencer. rapide comme ça? Pourquoi c'est... Parce que c'est la vitesse de la lumière. Vous voyez, ça va dans le Vitesse de câble la qui est lumière. là. Ça va jusque dans l'écran, c'est très rapide. Et si tu pinces comme ça? Non, mais c'est pas un tuyau d'arrosage. Bon, allez, mettez-vous en place, on va commencer. Voilà, faites-moi le gars méchant pour commencer. Le mec un peu costaud. Le mec costaud? Oui, voilà, le mec un peu... la Eh, me brute. regarde pas, j'aime pas, madame. Ça me déconcentre, l'autre, avec sa gueule dégueulasse, là. Non, Il est déjà mort, il porte la poisse, lui. Fous le camp. Tire-toi, chacal. c'est le technicien, on a besoin de lui, donc on va rester gentil. Alors, mettez-vous en place. Allez, action. Le mec qui est fort, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Attendez. Non, non, attendez. Je crois qu'on s'est mal compris. Arrêtez. Non, 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 je touche à rien. Arrêtez, 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 arrêtez. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez. Bon. Ça va? Vous allez bien? Fatima, c'est toi, Non, qu'est-ce que c'est tu pas fais là? Fatima, non. Effectivement, ça va pas très bien. Pourquoi il y a des papillons, madame? Bah, vous avez arrêté de respirer pendant 5 minutes, donc forcément. Bon, écoutez, on va attendre. Oh là là, restez avec moi, restez avec moi. On va attendre que le sang remonte au cerveau. Attendez. Vous pouvez? Non, vous pouvez pas. Alors attendez, on va se calmer. Respirez. Allez, à fond, à fond, à fond. Voilà. Bon, on va reprendre, hein. C'était bien quand même, Non, comme ce que j'ai non. fait, là. Non, Chicha à la fois. oui, mais un peu trop malheureusement. Donc on va faire un truc un peu plus soft. Vous allez me faire le méchant de prison, un truc à la Scarface pour commencer. Action. Comme Tony Montana, des trucs comme ça. Oui, je préfère. Hein. Allez, action. Hein? Non, non, non. Un gars méchant, comme ça. Ouais, mais pas trop, qui Pas crie. trop, ouais, voilà. Allez, on y va. Rodriguez. Fils de pute, va. Rendez-vous à Los Angeles, Bon, bâtard. attendez. Non, ça va pas du tout. Je pisse sur ton chat, Il faut espèce que vous restiez d'ordure. dans la lumière. Il faut que vous Madame, restiez madame, dans c'est entre lui et moi, Oui, d'accord? non, mais je vous connais Rodriguez, ça. Non, attendez, on c'est une recommence. histoire on recommence. d'homme, c'est un homme, Mettez- madame. Tu m'envoies pas Vous ta n'êtes pas- pute, Non, là. mais il envoie rien du tout. Tu viens me voir. Si t'as un problème avec Bon, moi. écoutez, non, ça sert à rien Espèce ce que vous êtes d'ordure. en train de faire. Vous êtes plus dans le cadre. Mettez-vous bien dans la lumière, ça c'est déjà un premier pas. Donc n'avancez pas. Eh, mais faut dire couper, madame, t'as vu? Moi, je reste dans le délire comme ça. Tant Alors, d'accord. Tu dis pas couper. toi. Alors coupez. Voilà. C'était bien non. ou pas? C'était bien. Attendez, on va recommencer. Vous êtes approché de la caméra, Je suis vous avez pris. tout dans le cadre. Non, pas tout de suite. On va recommencer. Je suis pris. Non, non. On va le refaire. Mettez-vous bien dans la lumière. Quand je fais comme ça, là, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Bon, alors vous allez me faire la même chose, mais cette fois-ci sans parler pour voir. Allez-y. Que je dis quoi, madame? Parce que je suis ça. Non, justement, je voudrais que vous le fassiez sans parler. On fait un truc un peu plus soft. Allez, action. Même pas ça. Non, ah non, surtout pas ça, non. Allez. Mais t'as dit, il est méchant, comment tu veux? Eh ben, c'est que un je fasse méchant. le muet. méchant. Voilà. Voilà, exactement. Mais c'est une victime, tu l'achèves. Pourquoi pas un aveugle, madame? Je peux pas. Il est méchant, t'as dit. Eh ben, servez-vous de votre imagination. Imaginez qu'il s'est pris un coup de poignard dans la gorge. Ah, un coup de ou poisson, qu'il- par exemple, un coup de poisson en prison. Bah voilà, par exemple, il a une grosse angine. Enfin bref, il peut pas parler. Allez, Une action. angine? Oui, il a une angine. Allez, allez, allez. Je crois qu'on a saisi. On va y aller. Non, parce qu'il peut pas avaler, c'est Oui, ça. non mais d'accord. Oui, bien sûr. T'as de la chance, je peux pas parler, Rodriguez. Et tu pourras pas rester caché éternellement dans cette caméra, fils de pute. Ok, coupez. Coupez,
coupez. C'est bien. T'as vu quand je fais low kick comme ça? D'accord. Oui, alors attention. Tu fais des parties molles comme ça, tu sais. Oui. L'autre Alors, il il y a baisse le la garde. tourner. Tac, tac. D'accord. Ok, attention. Hein. C'est Soral qui m'a appris ça, c'est bien ou D'accord. pas? Alors évitez de cracher sur la caméra, ça m'arrangerait. Hein. Non, mais Bon. c'est bien. Autrement, c'est bien. Comment? Oui, alors on va passer au petit extrait pour lequel vous êtes venu. Donc c'est pour le... Ah, Jeannot la breloque, là. Oh, puis Sharon et toute sa rabinerie, exactement pareil. Hein. Ah, mais tous les religieux, tous, ils vénèrent. Ah non, mais ça suffit. Écoutez, c'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte saint, leur torche-tu, là, qui te brandissent. Mais c'est ça! Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent avec leurs bouquins, leur torche-tu, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens, Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lu ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, eh ben, ah oui, si tu lis pas l'hébreu, alors, hein? Eh ben, c'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Hein? Ah ouais, c'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers, parce que regarde. Et puis c'est signé, je veux dire, tu vois, il y a le... Ah ben il y a tout le monde, hein. C'est Abraham, je veux dire, c'est Moïse, il y a toute l'équipe, hein. Il y a Sharon qui a fait la dernière page, je crois, enfin bon. Tous les gens compétents, hein. Alors Mokhtar, il peut voir quand même. Montre. C'est bizarre, c'est quelle édition, ça? Non, ça fait 500 ans qu'on a, j'ai pas encore vu. Non mais c'est incroyable. Ce qui est pas faux, je veux dire. Il m'a dit, si c'est toi, ils se déplaceront jamais, les mecs. J'ai dit, non, mais j'aurais mis une kippa. Ouais. Là, il m'a dit, laisse tomber la kippa, oublie à tout jamais. Parce qu'avec les missiles, les téléphones portables, t'es sûr, tu t'en manges avec les satellites, les machins comme ça. Cheikh Yassine, ils n'ont pas loupé, les mecs. Ah non, mais c'est vrai, je me suis fait d'ailleurs agresser, moi, par des mecs du Bétard dans la rue. Le Bétard, c'est une association, tu sais, de gymnastique, je sais pas quoi, israélienne. C'est de la merde, non, c'est vrai, c'est de la merde. Mais bon, ils sont agressifs, hein, ils attaquent toujours à 15 contre 1, le mec. Et je me suis fait agresser avec mes 2 enfants, putain. 8 et 10 ans, non mais je vous promets. Ouais, c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. 8 et 10 ans, tu vois, c'est pas encore des cadres du Hezbollah, les mecs. Pas encore. Bon, les enfants les ont neutralisés en 1 seconde, hein. C'était terminé. Et puis bon, donc moi j'ai été voir les médias, j'ai dit, regardez, je me fais agresser. Vous n'en parlez pas. Ils ont dit oui, parce que dans ce sens-là, ça n'intéresse personne. Dégage, mbala. Pardon, majesté. Donc, attends, il fallait que je trouve une combine. Donc je me suis dit, il faut que je fasse très fort, faut que je leur en donne. Tu sais, les médias, c'est comme des chiens, tu jettes de la viande rouge. Bouffe ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur filer comme truc sanguinolent, un truc qui les intéresse. Et je me suis dit, bon, allez, j'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, c'est de la nitroglycérine. 2 gouttes suffisent. Hein. Ça leur a pété à la gueule, sol, moquette et plafond, t'en fous partout. Hein. Ah non, il est très fort, Jean-Marie. Extrêmement fort. Alors je l'ai appelé un jour, j'ai eu son numéro par un copain. Bon, enfin bref, on s'est rencontrés. Hein. C'est encore autre chose. Et pourquoi tu me poses cette question? Quelque part, ferme ta gueule, quelque part. Mais non, mais attends, c'est pas son spectacle, le mec. Donc, j'appelle Jean-Marie, c'était un dimanche. J'ai dit, Jean-Marie, je vous dérange pas? Ah, je l'appelle Jean-Marie. Et il m'a dit, non, pas du tout. Il me dit, j'étais dans le jardin, en train de torturer un chat. Et... Je lui dis, c'est bizarre, mais j'ai dit torturer tranquillement, je vous rappelle dans 5 minutes. Il m'a dit, non, c'est bon, il est en train de sécher les tripes à l'air.
On a 5 secondes, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors j'ai dit, Jean-Marc, voilà, c'est le boycott, c'est la censure, je m'en sors pas, les mecs me crachent à la gueule, antisémite, nanana. Il m'a dit, oui, je connais. Déjà, on avait un point commun, c'est clair. Non, mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche, hein. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Ah ben, on leur a rangé la barquette tout au fond, hein, franchement. Ah, Jean-Marie, il est excellent. Merci, Jean-Marie. Attention, il y a l'effet Dieudonné. Hein. Je suis obligé de vous prévenir tous ici. Hein. Ne te marre pas déjà, toi, tu te plantes là. C'est Julien Drey qui l'a détecté. Porte-parole du Parti Socialiste. Dernier étage. Il porte la parole, c'est du Parti Socialiste. Bon, il en prend un peu, parce qu'il a des faux frais. L'autre, il en prend un peu partout. Bah oui, c'est Julien Drey. Ouais, c'est le mec d'SOS Racisme. Remarque, lui, il nous l'a mis jusque-là, hein, bien comme il fallait. Ah, bien joué. Bah, Julien Drey, c'est lui, au moment de la mort du jeune Ilan Halimi. Hein, c'est un jeune juif qui s'est fait tuer par des barbares. Et le lendemain, bon, bah, il cherchait des barbares un peu partout. Hein. Bon, moi, j'avais un alibi, j'étais sur scène. Mais l'autre, il m'a chargé, Julien. Premier micro qui lui tombe sous la main. Il le teste, tic, tic. Donnez-moi. Alors. L'argent de SOS. Alors. J'arrive, la mort du jeune Ilan Halimi. C'est l'effet Dieudonné. Dieudonné Mbala. Non, mais ne riez pas, c'est stupide de rire. Attends, moi j'ai été dans la merde. Moi, ils sont venus devant tout le Grand Israël, le LDJ, je sais pas quoi, le Bétard, ils étaient devant le théâtre, ils ont bombé sur mon théâtre. Ilan, on t'oubliera jamais. Je suis sorti, je leur ai dit, c'est pas un titre de spectacle, là-bas. Non, mais ils ont menacé, mais vous vous rendez pas compte, ces milices-là, ils menacent, bon, toujours à 40 contre 1 dans le dos, hein, mais ils menacent, ils ont menacé mon personnel au téléphone, toi, on va vous cramer, Arthur, les antisémites. Alors ils ont dit, oui, mais on n'a pas envie d'être cramé, connard. Alors, moi, j'ai été voir directement un juge. J'ai dit, à cause de Julien, ils veulent nous cramer. Le juge a dit, dégage, fous le camp, sois déjà content de bosser, toi. Pardon. Ah, Julien, il a le bras très très long, hein. Il se gratte les pieds, sans se baisser. C'est grâce à ça qu'il a piqué dans les caisses de partout où il est allé. Ah oui. Ah, je sais pas, un vieux réflexe. Et non, on tire pas sur l'ambulance, mais c'est vrai que bon, le mec, il a dit, c'est l'effet Dieudonné. Attends. Ah non, c'est pour ça, moi, maintenant, je fais gaffe. Hein. Parce que dans mon spectacle, si tu veux, ça s'appelle l'effet Dieudonné. Tu te marres dans mon spectacle. Non, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Le problème, c'est qu'il y a un effet Dieudonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ris, mais non, il y a un effet qui arrive par derrière. C'est ce qui est arrivé à Fofana, le chef du gang des barbares. Au départ, il est gentil, le mec. Il collectionne les pins. Mais en fait, il a acheté un DVD d'un de mes spectacles, il a tourné fou, le mec. Déjà, il le regarde chez lui tout seul. Faute grave, au moins 2 personnes. L'autre, il est heureux, il est chez lui, chips coca, il est bien. Il est parti, il est sorti de chez lui, il tombe sur Ilan, il en fait un panini bolognaise, terminé. Vous imaginez au moment du briefing, le mollah Jean-Christophe. Bon allez les gars, on se dépêche là, on a dit 11h. Numéro 6, regardez-le, numéro 6. Et t'es encore en retard. Tu sais que des fois j'ai dit, hein? Puis qu'est-ce que c'est que cette tenue, les gars, là? Je sais bien qu'il faut être discret, faut se fondre dans la masse, faut passer inaperçu, mais t'es pas obligé de te balader en collant moulant non plus. On n'est pas des travelots, les gars, là.
Quoi? Un fuseau? Ouais, mais on est des soldats de Allah, les mecs. Hein, on bosse pas pour Barba Papa non plus, là. Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein. Voilà, demain matin, 9h. 9h, heure UMP, la CGT, je sais pas quoi, là. Hein. 9h du matin, je cherche pas, 9h du matin. Hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Ah, sans commentaire, vas-y, distribue sans commentaire. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas. Bon, dernière recommandation. Aucun objet métallique sur vous, les gars. Ah non, vous évitez même de bouffer des épinards ce soir. Hein. Les machines ont été boostées au maximum. Bon, heureusement pour nous, il n'y a toujours pas de détecteur de connards. Hein. Donc, numéro 6, tu devrais pouvoir passer sans problème. Alors, on y va. Ne réponds pas. Quand je te parle, ne réponds pas. Pour la tenue vestimentaire, hein, Thomas me demandait tout à l'heure. Oui, numéro 5, oui, mais jamais de prénom. Hein. Tais-toi, ne parle pas, toi aussi tu m'énerves. 2 slips en coton brodés à votre nom, les gars. Hein. C'était marqué sur l'affiche. Hein. Enfilés l'un sur l'autre, évidemment. Hein, tu vas pas te balader avec un slip sur la tête, réfléchis un petit peu. Voilà, pour protéger tout le matos, hein, la partie génitale, en cas d'explosion. Hein. Ah, je vous cache pas s'il existe un petit risque d'explosion, les gars. Hein, là où on a prévu d'atterrir, je dirais que ça va être ric-rac quand même. Hein. Ah non, c'est la surprise. Hein. Non, vous verrez ça demain au briefing de 8h. Hein? Non, je peux pas donner d'indice. Si, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une paroi verticale. Ah, voilà. Ah. Ah, il y a un photocopieur, il y a une machine à café. Enfin, ça passe. C'est ric-rac, mais ça passe. Hein. Normalement, c'est là où ceux qui n'ont pas trop glandé pendant les leçons de pilotage vont faire la différence. Et voilà. Hein. Voilà. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est normal d'avoir les pétoches, hein, les gars. Non, mais attendez. Hein, on part pas aux champignons, vous êtes au courant quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, tout grand moufti que je suis, je bouille les couches. Hein, je suis comme vous. Hein. Ah, j'ai le cigare au bec, c'est normal. La chiasse pour un kamikaze, ça fait partie de la panoplie, je veux dire. Hein, attention. Hein. Ah, pour ça qu'on vous donnera des petites pastilles bleues à sussauter demain matin. Hein. Ah, ça passe l'envie de tout, ça, c'est impeccable. Mais j'ai perdu mes cheveux, moi. C'est efficace, hein, t'es comme ça. Tu vas où tu veux, là, c'est génial. De toute façon, toi, t'en prendras 2, toi. Tu as un tube entier. Ça, on sera plus emmerdé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? La récompense, oui, mais j'y arrive. Une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, là, c'est pas un ingrat. Hein, il n'y aura pas de coup de pute, c'est à la confiance aussi, les mecs. Donc, en plus du statut... Tais-toi! Putain, c'est fatigant, hein. Donc, en plus du statut de martyr, hein, que vous aurez tous, tous, vous serez martyrs. Hein. Ah, même les stagiaires, tout le monde, ça c'est d'office. En plus du statut de martyr, vous aurez le droit, donc martyr honoris, machin montius, là, vous aurez le droit à 1000 vierges par personne. Ah non, ça c'est cadeau, c'est à vous, c'est à vous. Ah, vous en faites ce que vous voulez, vous. Ah, ben vous jouez avec, quand je veux dire, tu fais du foot, tu fais des équipes, tu fais ce que tu veux. Ben, après, c'est à vous. Ah, une fois que vous êtes chez Allah, attention. Hein. Ah non, il n'y aura pas d'acompte ce soir. Non, attention, les gars. Ça, c'est une fois que vous arrivez chez le patron. Hein, ah, ben c'est quand vous arrivez. Vous arrivez chez Allah, bon, ben, vous frappez, hein, bien sûr, la politesse, hein, vous sonnez. Bon, vous vous présentez. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11. Hein. C'est le mot de passe, ça, ils comprendront, les gars. De toute façon, vous êtes attendu, hein. T'imagines bien, il y a tout un tas de bras cassés là-haut, vous ne serez pas tout seul. Et alors, hein? Et bien après, après c'est comme à l'hôtel, hein. Ils vous filent les clés de votre chambre, vous montez en chambre, puis au moment de l'apéro, certainement, ils vous amènent vos 1000 vierges, terminé. Hein? Ah, 1000 superbes créatures, les gars, vous allez voir, on s'est pas foutu de votre gueule.
Ah, du 14-18 ans, de la miche d'osserin, de la peau de lait, non, franchement, c'est du beau boulot. Non, hein? Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Non, vas-y, parle, c'est le moment. Quoi? S'il pouvait y avoir des mecs dans l'eau. Attends, non, normalement, non, c'est des femmes. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que... Oui, mais toi, ça t'intéresserait, le mec, quoi? Oui, mais dans quelle proportion tu voudrais des mecs? 50-50? Mais vous prévenez la veille, les mecs. C'est pas du boulot, ça. 500 puceaux, ça se trouve pas dans le cul d'une vache. Je fais comment, moi? Bah, je vais appeler le stock et je vais voir ce que je peux faire. Hein, mais... Bah, au pire, on va te mettre du 6-10 ans. Hein, qu'est-ce que tu crois? Mais comment on fait pour les motiver, les gars? Vous êtes marrants ou... Bon, allez, repos ce soir, les gars. C'est repos. Ah non, ce soir, vous pouvez y aller. Éclatez-vous. Pas de façon de parler, attention. Hein. Si, ce soir, c'est carte blanche. Picoler, je veux dire, manger du cochon, y a pas de problème. Il y en a même que je rends malade. Ah, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est un Dieu donné, enculé, machin. Antisémite. Ça, c'est son truc, c'est antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ça va, antisémite, ah bon? Ah merde. Non mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard! Bon, je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Non, mais je vous comprends, en même temps, il y a un truc qui va pas, il y a un arrière-goût de pisse ambiant, t'as besoin de te marrer aujourd'hui, c'est vrai. Hein, je veux dire, il y a un arrière-goût de pisse, toi aussi, tu vois, c'est vrai. L'autre jour, j'étais dans la rue, je vois un mec qui était comme ça. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et j'ai fait ça, comme ça. J'ai dit, arrête, non, j'ai dit, t'as raison. Il y a un arrière-goût de pisse planétaire. Ben, allez-y, clouez-moi, les mecs. Clouez-moi, si vous voyez quand tu vas régler le problème comme ça, cloue-moi. Cloue-moi les pattes, mais ça m'empêchera pas de penser que vous êtes en train de faire les cons, les mecs. Mais parce qu'on ne cloue pas les gens, enfin. Tu vas clouer des planches les unes contre les autres, une petite clochette au-dessus de ta porte, tu te fais plaisir. Mais tu vas pas clouer un mammifère, ça n'a aucun sens. Le matériel que tu utilises, ça n'a pas été étudié pour ça, réfléchis. Quoi? Moi, je suis fils de charpentier, je connais le boulot. Ça, en plus, c'est du boulot de falachac, tu me fais, ça tiendra jamais. Tes clous, là, c'est n'importe quoi, je te dis que ça tiendra pas. Faut des plans à 45 degrés, le clou. Mais plie sur les jambes, amortis un peu. Régulier! Ouais, mais voilà! Ah, il est content, là. Ouais, mais moi, je suis pas content. Attends. Non, mais je t'en veux pas, toi, t'es rien, toi, t'es un esclave, t'es un CPE, t'es quoi, on sait même pas ce que t'es. Ton contrat, c'est quoi? T'es MBF? Ouais, t'es de la merde, tu bosses et tu la fermes. Ça, c'est le contrat type. Non, mais j'en veux à tes patrons. Attends, ça va, les mecs. Hein, on n'aggrave pas un mec à un poteau parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il raconte, on discute. Non, j'ai jamais dit ça. Qui a dit ça? Non, mais c'est sorti de son contexte. J'ai dit, buvez, ceci est mon sang. Non, mais, oui, mais avec modération, je pensais. C'est pas incitation à la révérence, celui-là. Tiens, regarde ça. Ils sont en train de le prendre, là, le crucifier. Non, mais ça va, oh là là. Petite chatte. Prends sur toi, les mecs, là.
en train de pourrir l'ambiance. Attends, d'autant que je me permets d'attirer ton attention, la crucifixion, c'est pas ce qu'il y a de pire, les mecs. Ah non. Dans le Grand Nord, là, les Vikings, ils écartèlent. L'écartèlement, ben, c'est-à-dire, c'est un mec d'1m70, ils t'en font un mec de 3 mètres. Mais plus fin, le mec, plus mou à la fin, t'imagines un peu la gueule du gars. Et c'est pareil, chez les Chinois. Ah, c'est taquin, le Nyakui, attention, quand ils y vont, les mecs. Ah, ben eux, vivants, non, ils t'enfournent une bûche de 50 dans le fion, les mecs. Moi, j'ai l'esprit ouvert au départ, mais là, c'est hostile, attends. En termes de section, non, mais et les Indiens d'Amérique, là, c'est pareil. Oui, avec les plumes. Ouais, non, ça a l'air gentil. Non, c'est hostile, c'est très hostile. Ah ben eux, ils t'enfournent. Non, ils t'enfournent rien du tout. Eux, ils t'accrochent à un poteau. Hein. Ils t'enduisent après de Nutella, enfin, toi, un genre de... Non, mais une confiote de chez eux, à base de je sais pas quoi, et puis alors, après, ils font rappliquer les fourmis. Alors, une fourmi, pris une par une, c'est mignon, comme ça, mais en bande, c'est glouton, la fourmi. Et ça laisse rien dans l'assiette, hein. Crois-moi, c'est vorace. Hein. Ah non, à côté de ça, la crucifixion, non, mais c'est de l'art contemporain, quasiment. Hein. Ouais. Oui, je sais. Mais l'agonie devrait pas durer très longtemps, t'inquiète pas. Plein cagnard, là, sans eau, dans 2 heures, on est des biscottes. Ouais, je sais. Bah, mais ça, c'est de ta faute, ça. Mais oui. Oh, putain. Oh là là. Crois-moi qu'on devrait pas crever du tétanos. Elles sont où, les... Hein? D'accord. Oh là là. Oh. Non, mais la position, là, c'est con, t'aurais dû me clouer au niveau des coups, tu vois, parce que la tête penche et ça t'oblige. Et qui m'a collé cette couronne d'épines sur la tête, là? Non, mais ça n'éponge rien du tout, ton truc, à toi. Parle d'une invention. Tiens, ils sont en train de me crucifier. Ah, ça va, dégueuler, là, les mecs! Mais oui, mais ils attendent que ça, que tu te mettes à chialer, au contraire, rigole! Tiens, t'as pas un clou, ça me gratte. Voilà! Là, tu les baises. Tu les changeras pas, les mecs, Attends, ils croient qu'ils sont en mission pour Dieu, il y en a... Non, mais attends, moi, j'avais même pas 8 jours, ils m'ont coupé le bout de la bite, moi. J'ai été le voir, le rabbin, plus tard. Je lui ai dit, non, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, de couper les bites comme ça? Ouais, il me dit, oui, c'est la coutume. Je lui ai dit, mais rien à foutre de ta coutume. Enfin, je lui ai dit, non, mais attends, j'ai pas choisi, moi. Rends-moi ma bite, et puis c'est tout. Il n'y a pas, là. Qu'est-ce que vous faites là, madame, là? Oh, la petite vieille, là, tu dégages, là. Ah, non, on me crucifie, madame, j'ai autre chose à faire, là. Hein? Ah, c'est toi, Judas? Qu'est-ce que tu fais là, déguisé en bonne femme? Tiens, tu vas rigoler, fais gaffe, hein? Arrête de chialer, pourquoi tu chiales? Ah, tu vas te pendre? Ah, d'accord. Pourquoi faire? Je comprends pas ta question. Oui, ça foire. Oui, ça a foiré. Le projet d'amour est pas passé, je suis au courant. Hein. Tu crois que je suis en train de bronzer, là, ton ami, là? Ouais, mais un peu d'autocritique, les mecs, on a déconné. Ouais. À la fin, c'était gueuleton sur gueuleton, on n'a pas débourré de 2 semaines. Arrête, Judas. Ouais, les apôtres, ouais, ben tu fais bien de parler de ces gens-là, ils sont où les apôtres? Les copains? Il n'y a plus de copains. Ah, plus de copains. Mais j'étais là pour la gamelle, tu le sais très bien. Ils vont tout te mettre sur le dos. Hein. Ah bah tu vas devenir le traître pour les siècles des siècles. Quoi, tu veux ma place? Je crois que c'est plus confort d'être agrafé un poteau comme ça? Hein? Oh putain, le sculpteur paparazzi derrière toi, dégage-moi ça. C'est un sculpteur paparazzi, je te dis. Je crois pas, depuis ce matin, il fait des figurines de Bibi en slobard sur le poteau. On va vendre ça partout dans le monde, salaud. Oh, attends, j'ai une famille, moi, merde. Ma meuf et tout. Tire-toi, Julia, tire-toi. T'es le meilleur. Eh, on les a bien fait chier quand même. Donc Carlos, lui, c'est par lui que je suis arrivé là-dedans. Carlos, parmi ses plus glorieux faits d'armes, on va dire, il a pris en otage les dirigeants de l'OPEP, l'organisation des producteurs de pétrole dans le monde. Tu sais, chaque année, ils font un bilan à Genève, ils ont une tour en or là-bas, et ils se partagent le fric. Et Carlos, il a dit, je vais y aller, on va y aller. Je veux dire, il n'y a pas de raison, quoi. On va aller toucher nos dividendes. Je veux dire, la terre est à tout le monde, le pétrole aussi, ce qu'il y a dedans aussi, je suis désolé. Là. Il dit, on va prendre le pognon, puis on va le redonner au peuple, et puis c'est tout. Alors ses potes, quand même, mais on fait pas partie de l'organisation, nous, comment on va rentrer on est inscrit dans aucun registre, enfin... Ouais, c'est pour ça qu'on va y aller avec des kalachnikovs. Tu peux signer avec ça, ça marche.
Il a signé tes registres, allez, viens là. Donc, bon, ils sont arrivés là-dedans, tu sais. Alors, bon, ça veut dire en espagnol, les pantalons par terre, le slip sur la tête, fermez vos gueules à tout jamais. Donc le grand patron de l'OPEP, il a quand même essayé de sortir 2-3 alexandrins, toi, il dit, oh, dis donc, ça va pas? Toi aussi, patron de l'OPEP, tu es l'homme le plus riche du monde, mais tu es la merde. Que c'est Carlos? Doucement, Carlos, doucement, doucement. Oui, mais c'est un spectacle comique, baisse cette arme. Carlos, c'est un spectacle comique. Voilà, baisse-le. Encore. Dis donc, tu me fais venir ici, moi, je ne suis pas un humoriste. Je ne suis pas Charlie, attention. Ils disent que je suis le plus grand terroriste de France. Alors, un terroriste, ça terrorise. Et si les gens en face de moi, ils se mettent à rigoler. Non, j'ai jamais vu ça. Le travail, il n'est pas fait, j'ai donné. Non. Un révolutionnaire, à un moment donné, peut-être, il va tuer un peu les gens. Non, il tue un peu, pas vous, un peu. Un peu. Mais il n'a jamais tué en rigolant. Je ne suis pas Alfredo Stranieri, non. Il a toujours été du côté du peuple, j'ai donné. Les vrais terroristes del mondo, c'est toute la mierda americano. Ah. Les Wall Street, là, la City, les Bush, les Obama, Sarkozy, les Hollande, c'est eux qui fabriquent ça. Hein? Moi, il leur vole ça, il leur tire dessus, c'est tout. Bon, doucement. Ouais. Doucement, Carlos, doucement. Ah, en même temps, il n'a pas tort. C'est vrai que le FAMA s'est fabriqué en France, à Saint-Étienne. Ouais. Ah, ça, c'est autorisé par le... C'est... Ouais, je sais bien. Ben, je sais. Mais c'est comme ça, c'est autorisé par la justice française. Hein, contrairement à certains de mes DVD. Voilà. Voilà. Là, il n'y a pas d'atteinte à la dignité humaine. Ah bah, il n'y a pas le temps, t'as vu la vitesse de la balle? Ça permet à la France de construire des couloirs humanitaires jusqu'au pétrole. Ah, faut rigoler. Moi, j'ai plein de copains dans l'armée, ils se font virer. Ouais, parce qu'ils glissent des quenelles, toi. Ça pardonne pas, il y a une note interne et tout. D'ailleurs, si vous êtes attiré par le glissage de quenelles, commencez par glisser des quenelles en club. Sporting Club Quenelle. Allez, glisse ta quenelle. Appuie jambe droite. Et voilà, dans le cul. Pourquoi? J'explique. Oh, on se calme derrière, là-haut. Le glissage de quenelle est un sport de panache. Ouais, ben fous-toi de ma gueule derrière. Ça comporte des risques. 2013, ça a été l'année noire de la quenelle, faut pas l'oublier. Ouais, ben fous-toi de ma gueule, rigole toi derrière. Hein? J'ai eu des licenciements dans tous les coins. Je glisse une quenelle, je me fais virer. J'ai eu 2 lycéens en garde à vue. L'autre il glisse une quenelle au fond de la classe, il se retrouve devant un commissaire de police. Hein, alors t'as glissé une quenelle à ton copain, hein? Ah, le commissaire lui dit, ah, t'as glissé une quenelle à ton copain parce qu'il est juif? Non, il est vietnamien, Truong, dis-lui que t'es vietnamien. Et c'est arrivé au plus grand. Tony Parker, oh, il nous avait fait une saison, le Tony. Il méritait sa quenelle d'or, il l'avait, putain. Il avait commencé avec un... Au-dessus, c'est le soleil sur le parvis de l'Élysée, avec toute l'équipe championne d'Europe de basket. Ils étaient comme ça, les gars. Et le lendemain, Tony Parker, sur Canal, François Hollande, au niveau de sa taille, oh, il m'arrive là, à peu près. Ah, et même moi, j'ai eu peur, j'ai dit, arrête, Tony, t'en fais trop. Ah, il arrive aux États-Unis, le patron de la NBA qu'il appelle, hein. Parker? Tony Parker? What is a canal? Quenelle, comment ça? C'est un plat lyonnais. Voilà. Ça se mange avec du riz, sauce écrevisse ou... Non, sauce écrevisse. Quenelle dans mon cul de Rothschild.
Attention, Parker. Basket finish. Ping pong now. Ouais, je jouais quand j'étais plus jeune. Ah, il était obligé de baisser son froc, le Tony, qu'est-ce que je te dise, putain. Bon, il l'a fait de manière élégante, hein. Il nous a fait un petit micu discretos, tu vois. Bah, il a sauvé sa Ferrari, t'es marrant, toi. Mais c'est arrivé au plus grand, hein. Teddy Riner, c'est un ami, putain, avec moi j'ai fait du judo, l'autre, champion du monde, champion olympique, le gars, il était tout en haut, le gars. On fait une quenelle ensemble, mais je me dis, ça tient le vent, un bazar pareil, il fait 2 mètres. C'est un platane, le truc. Tu parles. Un coup de téléphone de la fédération, le bas de kimono. Il fait des pubs pour des pains au chocolat, Georges. Alors, si vous êtes attiré par le glissage de quenelle, apprenez quand même à baisser un peu votre froc. On sait jamais ce qui peut se passer. Hein? Oh non, pas le baissage de froc. Ça peut être ton dernier parachute avant de te chier dessus, le fanfaron derrière. On n'est pas Mamadou Sakho. Oh, arrêtez avec Mamadou Sakho, hein. Non, Mamadou Sakho, c'est une vraie tragédie dans le monde de la quenelle, on s'en est parmi, je vais vous le dire. Je n'oublierai jamais Mamadou au théâtre de la Main d'Or. Il arrive en loge, quenelle main droite, main gauche. Même moi, j'ai dit, arrête, Mamadou. Je les nique. Tu le connais, le Mamadou, regarde-le. 24 ans, motivé, le gars, mais pas d'expérience. Il sélectionne l'équipe de France de football pour le mondial, c'est un héros national, tu vois, il voyait pas le truc arriver. Hein. Puis la photo qu'on a faite arrive sur Internet. Bon. Au début, il se la joue bonhomme, hein. Même devant la fédération, quoi. J'ai sélectionné la France. J'ai quand même le droit de faire une... C'est rien, ça. C'est juste ça. Une de 14. J'aurais mis une épaule énorme. C'est rien, ça. Quoi? Ah, il s'en est foutu plein les godasses. Je veux dire, dégueulasse. Puis alors, sous la pression, il supporte pas la pression. Il va aller jusqu'à dire j'ai été piégé. Ouais, ça c'est pas passé, hein. Dans le monde de la quenelle, hein. Tout le monde lui a dit, tu t'es pas fait pied, tu t'es chié dessus, puis ferme-la, Mamadou. D'ailleurs, aujourd'hui, il porte des couches, les couches qui portent son nom, les couches Mamadou Sakho.